Donc merci à vous d'être aussi nombreux cet après-midi pour cette conférence Coulomb 2019. Je vais avoir le plaisir de dire quelques mots de présentation de notre conférencier de cet après-midi, de cette année, avant de lui laisser la parole. Donc aujourd'hui, nous accueillons Philippe Jean-Jean, donc qui est en charge de tous les projets de géotechnique offshore chez BP America. Donc quelques mots d'introduction sur son parcours et un petit peu les éléments qui nous ont induits au CFMS à le retenir comme conférencier Coulomb pour cette année 2019. Donc Philippe Jean-Jean est diplômé de l'École centrale de Lyon en 89 et à partir de ce moment-là a eu une carrière aussi bien académique que professionnelle essentiellement américaine avec un Master of Science donc à Texas A&M et puis un PhD en 93. Suite à cette formation, il a intégré Amoco, qui depuis est devenu ou a fusionné avec BP, donc tout en restant avec une activité de géotechnique et centrée aux États-Unis. Il est actuellement donc responsable de toutes les activités géotechniques dans le secteur exploration et production, donc qui couvre un large champ de problématiques. Je pense qu'il aura l'occasion de nous en parler tout à l'heure. Un des points importants, outre cet aspect professionnel d'expert important et reconnu, c'est son investissement dans un certain nombre de structures, notamment internationales, de comités professionnels. On a déjà ce matin pu évoquer de manière assez rapide le fait qu'il a été pendant de 2009 à 2017 président du TC 209, donc Offshore Geotechnics, qu'il a également participé à des comités professionnels tels que le comité de l'API ou de l'ISO sur la géotechnique et les fondations offshore, et notamment de 1999 à 2014, il a présidé le comité ISO sur cette même thématique. Dernier point, je dirais, de son CV à mettre en avant, il est à l'heure actuelle coprésident de l'organisation de la conférence ISFOG 2020, donc le grand événement de la géotechnique offshore qui aura lieu à Austin en 2020. Voilà. Il a, dans sa carrière, publié un certain nombre d'articles, présenté des communications dans des conférences internationales. Ça a aussi été l'occasion pour lui d'être invité comme conférencier dans un certain nombre de ces conférences internationales très reconnues du domaine de l'offshore. Dernier point avant de lui laisser la parole, j'ai noté dans son CV quelque chose d'assez intéressant, donc je lis in extenso. En octobre 2015, le comité des États-Unis sur les noms géographiques, donc le United States Board of Geographic Names, a accepté qu'on donne le nom de bassin de Jean-Jean à un lieu sous-marin dans le golfe du Mexique pour honorer la contribution donc, de notre conférencier de cet après-midi, sa contribution substantielle à l'avancement des connaissances géotechniques et géologiques du fond marin du golfe du Mexique. Alors, je suis désolé qu'on ne puisse pas faire le même honneur du côté du CFMS, mais je pense que l'invité en tant que conférencier Coulomb pour cette année est, de notre point de vue, un honneur tout aussi grand. Et je lui laisse la parole. Je voudrais vous donner un aperçu de certains des défis de la géotechnique offshore. Alors, je ne pourrais pas parler de tout, je n'entrerai pas trop dans les détails, mais ils sont dans l'article qui accompagne cette conférence et je vous laisse les découvrir si vous intéressent à votre loisir. J'aimerais vous raconter l'histoire de la géotechnique offshore en commençant au début. Bien qu'existant depuis l'Antiquité, l'exploitation du pétrole vraiment s'accéléra au XIXe siècle, mais surtout sur le terrestre. Les premiers puits forés sur l'eau le furent à partir de jetées et apparurent en Californie, fin 19e. Mais l'acte de naissance de la géotechnique offshore, au sens propre du terme, c'est-à-dire hors de vue des côtes, loin des côtes, eh bien, ça date de 1947, quand l'entreprise Greer & McClelland réalisa un sondage dans le golfe du Mexique, dans une profondeur d'eau de 6 mètres.
Alors vous pensez bien que les capacités de l'industrie ont évolué depuis. À la fin des années 80, bien vous le voyez, on savait déjà exploiter du pétrole dans presque 500 mètres d'eau. Tout s'accéléra dans les années 90 avec les développements en grand fond, et à la fin de cette décennie, on savait déjà produire des hydrocarbures dans presque 2000 mètres d'eau. Et puis maintenant, on en est rendu aux ultra grands fonds et on sait produire des hydrocarbures dans presque 3000 mètres d'eau. Vous voyez ici la plateforme qui détient le record du monde, c'est la plateforme Stones dans le golfe du Mexique, amarrée dans 2895 mètres d'eau. C'est quand même assez fascinant de penser qu'on puisse amarrer de telles structures et produire des hydrocarbures dans ces profondeurs d'eau. Il y a à peu près 15 000 plateformes offshore dans le monde. Elles produisent à peu près 27 millions de barils par jour, 27% de la production totale. Mais la plupart de cette production, eh bien, elle vient des eaux peu profondes. Bien sûr, l'industrie est sortie du golfe du Mexique. C'est maintenant une industrie à l'échelle planétaire. Vous voyez ici les champs d'hydrocarbures et les bassins de production majeurs. Vous avez le golfe du Mexique, Venezuela, la Trinité, le Brésil, l'Afrique occidentale, l'Égypte, la mer du Nord, la Méditerranée, la mer Caspienne, le golfe Persique, l'Asie du Sud-Est et les îles Sakhalines. Donc on les présente partout, sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Alors quel genre de structure on utilise pour développer tous ces champs? Eh bien, dans des profondeurs d'eau de moins de 50 mètres, on peut utiliser, ma foi, des structures très simples, monopodes, qui servent de support à des modules de surface, ici comme un seul puits. Si les modules de surface sont un peu plus conséquents, on peut utiliser des structures multipodes. Vous en voyez ici 2 en cours d'installation. Vous voyez le module de surface un peu plus conséquent. Alors, ces structures, celle-ci en particulier pèse à peu près 1000 tonnes, ce qui n'est rien du tout à l'échelle offshore pétrolier. Le bateau grue que vous voyez ici pouvant soulever des charges allant jusqu'à 15-20 000 tonnes. Pour des profondeurs d'eau un peu plus importantes, eh bien, on utilise toujours des plateformes fixes qu'on appelle les jaquettes. Alors, un jaquette, c'est une structure tubulaire ici, faite de tubes d'acier soudés ensemble, qui sert de support à des modules de surface qu'on utilise pour le forage, le traitement des hydrocarbures ou comme quartier d'habitation. Ces modules aussi servent à relier la tuyauterie de forage jusqu'au fond marin. Ces structures, en général, sont ancrées avec des pieux qu'on installe en fond de mer dans des fourreaux. Donc ce type de structure, ça représente à peu près 95% des structures dans le monde entier. Et on les utilise jusqu'à peu près 400 mètres d'eau. La plupart du temps, ces pieux sont des pieux battus, mais on peut utiliser aussi des pieux forêts cimentés si on a des sols carbonatés, comme en Australie ou dans le golfe Persique, par exemple. Et puis, pour des champs un peu plus importants, eh bien, on peut avoir toute une série de jaquettes qu'on relie entre eux avec des ponts, comme vous le voyez ici. Alors, 411 mètres de haut pour une profondeur de jaquette, ça vient de le dire, mais voici la structure qui détient le record du monde. C'est la structure Bullwinkle dans le golfe du Mexique. Vous voyez sa taille comparée à la tour Eiffel, et puis vous la voyez ici en remorquage jusqu'à son emplacement final. Vous voyez les fourreaux qu'on utilisera pour l'installation des pieux. Et vous voyez les semelles superficielles qui serviront de fondation temporaire avant que les pieux ne soient installés. Donc ça fait quand même des structures de taille assez impressionnante. Quand on a des profondeurs d'eau supérieures, disons, à 400 mètres, alors là, on passe aux plateformes flottantes. Alors un type de plateforme flottante, c'est les TLP, les plateformes à ligne tendue. Ce sont des types de plateformes qui sont reliées, ancrées au sol marin à travers des tubes d'acier en traction, qu'on appelle des tendons. Et ces tendons sont ancrés avec des pieux, qui sont souvent des pieux battus. Alors ces pieux, on les dimensionne pour qu'ils résistent aux charges dues aux ouragans. Souvent, on utilise des périodes de retour de 100 ans pour les charges, avec des coefficients de sécurité assez importants pour nous, disons 2,25 ou plus. Donc ça fait des charges à la rupture par pieu qui sont quand même assez impressionnantes, en général pour les TLP, entre 40 et 70 méganewtons. Et en grand fond, en ultra grand fond, la plupart du temps, on a affaire à des argiles molles ou très molles. Donc on a des grandes charges, des argiles molles très molles. Alors tout ça, ça fait des pieux à l'échelle quand même des pieux d'exception. Alors vous voyez ici une partie des pieux qui servent à ancrer la plateforme TLP Olympus, 2,4 mètres de diamètre, 140 mètres de long,
Vous voyez les gens ici sur la barge qui donnent l'échelle, ils sont vraiment minuscules. Pourtant, les Texans, hein, c'est des grands costauds, hein, mais ils sont tout petits. Puis vous voyez, ces pieux, on les soulève, on les installe en une seule pièce offshore. Et on peut faire ça, les TLP, ça va jusqu'à 2200 mètres. Donc vous voyez déjà un des défis de la géotechnique offshore, c'est qu'il est hors de question de réaliser des essais en vraie grandeur sur les pieux, étant donné la taille de ces pieux et le niveau de charge que ça supposerait. Vous avez aussi des plateformes flottantes qui sont amarrées avec des lignes latérales. Alors vous avez différents types de coques. Vous avez des coques semi-submersibles, des coques qu'on appelle des spars, qui sont en forme de crayon, si on veut, et puis des coques en forme de bateau de stockage. Vous voyez des lignes d'amarrage qui sont ancrées au sol marin, soit avec des pieux battus, ou soit avec ce qu'on appelle des ancres à succion. Les ancres à succion, c'est un principe assez intéressant. Une ancre à succion, c'est une cloche, si vous voulez, avec une petite ouverture en haut. Alors cette cloche, cette ancre, eh bien, elle pénètre le fond marin sous son poids propre. Et puis après, il y a un petit robot avec une pompe qui se branche sur l'ouverture et qui évacue l'eau de l'intérieur de la cloche à l'extérieur de la cloche. Et ce faisant, ça crée une dépression ou une succion à l'intérieur de l'ancre qui permet l'encastrement de l'ancre dans le fond marin. La résistance à la pénétration de cette ancre, eh c'est le frottement latéral, interne, externe, la résistance de pointe. Donc on a des équations pour calculer tout ça. Ça marche très bien dans le sable, mais surtout dans les argiles, où on peut avoir des lancements, des rapports longueur sur diamètre d'à peu près 7. Alors vous voyez à quoi ça ressemble une ancre à succion. Vous voyez le point d'attache de la ligne d'amarrage. Voici quelques photos. Alors, c'est des ancres à succion de 2 plateformes dans le golfe du Mexique, une spar, Mad Dog, et puis une autre spar, Holstein. Encore une fois, vous voyez la taille des gens sur le pont d'installation. Encore une fois, il est hors de question de réaliser des essais en vraie grandeur pour dimensionner toutes ces fondations. Un dernier type de plateforme dont je vous parlerai, ce sont les plateformes flottantes avec des puits sous-marins. Alors voici un exemple qui nous vient d'Angola. Vous avez ici, sur ce petit graphique, des puits, des têtes de puits, et des hydrocarbures s'écoulent dans des conduites posées en fond de mer, et puis à travers la colonne d'eau, et jusqu'au bateau de production et stockage. Alors on peut développer plusieurs champs d'hydrocarbures avec une seule plateforme. Mais quand je vous montre tous ces petits croquis, c'est difficile de se rendre compte de l'échelle de tous ces développements. Alors, si je trace ce développement à l'échelle sur une carte de la région parisienne, déjà, la profondeur d'eau, c'est 6 fois la Tour Eiffel. Alors, il faut supposer avoir ce bateau de stockage à l'endroit de la Tour Eiffel, haut de 6 fois la Tour Eiffel. Et si on fait ça, eh bien, il y a un groupe d'ancres à succion qui se trouverait presque à Notre-Dame, un autre sur le périphérique, un autre à Neuilly-sur-Seine, et vous avez des puits sous-marins qui seraient à Noisy-le-Grand, presque à Orsay, ou à Pontoise, et puis des conduites en fond de mer qui font des dizaines de kilomètres. Alors vous voyez déjà un des grands défis, c'est qu'une plateforme offshore, un développement offshore, ce n'est pas nécessairement un point dans l'espace. Ça peut comprendre des volumes de sol assez impressionnants. Dans les phases conceptuelles des projets, tout au début des projets, on fait des études de géoaléas. On essaie de comprendre les risques que tous les géoaléas peuvent poser au projet. Et ça permet de déterminer un emplacement sûr pour les structures et de choisir le type de fondation. Vous voyez sur ce petit graphique les géoaléas typiques des développements offshore. Vous avez des glissements de terrain qui engendrent des coulées de débris, qui engendrent des courants de turbidité. Tout ça, ça peut créer des vagues qui peuvent créer des tsunamis. On a des volcans de boue. On peut être dans des zones actives sismiquement. Vous avez des failles, des sols gazeux, etc., etc. Donc, un des premiers défis, c'est de bien identifier tous ces géoaléas. Comment on fait? La plupart du temps, on fait des reconnaissances géophysiques en utilisant principalement des techniques de sismique réflexion. Alors, quand on prospecte pour des hydrocarbures, on a ce genre de données, mais ce qu'on essaye d'imager, c'est le réservoir qui se trouve à plusieurs kilomètres sous le fond marin. Donc, on a des données qui pénètrent grandement sous le fond marin, mais qui n'ont pas une résolution verticale extraordinaire. Quand on fait des forages, on a des données d'un peu plus haute résolution, mais tout ça, c'est insuffisant pour développer des champs de pétrole.
Alors, pour développer des champs, eh bien, on acquiert des données qu'on appelle ultra haute résolution ou bien ultra haute résolution. Elles ne pénètrent pas tellement sous le fond marin, mais elles ont une excellente résolution. Pour vous donner un petit exemple à quoi ça ressemble, eh bien, les données ultra haute résolution, on les acquiert avec ce qu'on appelle un AUV. Alors AUV, ça veut dire Autonomous Underwater Vehicle. Vous voyez que le véhicule qu'on est en train de larguer à l'arrière du bateau, eh bien, est totalement autonome. Il n'est relié au bateau mer par aucun câble. On le lance. Toute la mission de reconnaissance est déjà préprogrammée. Et donc, la première chose que fait le véhicule autonome, eh bien, il plonge vers le fond marin pour effectuer la mission. Il y a un sonar frontal pour éviter les obstacles. Et en général, les missions se font à peu près à 30-40 mètres au-dessus du fond marin. Donc, il y a un altimètre qui permet au véhicule d'arriver jusqu'à la bonne profondeur d'eau. Et puis, la reconnaissance commence. Alors, les données qu'on acquiert, la première, c'est un sonar latéral qui va donner une image du fond marin autour du véhicule. On vérifie bien que le véhicule progresse à la bonne vitesse. Donc, il y a des contrôleurs de vitesse. Et puis, on peut aussi avoir des échosondeurs multifaisceaux, que vous voyez ici, qui donnent des relevés bathymétriques. Et puis, de la sismique monotrace, que vous voyez ici, qui nous donne une image jusqu'à peu près 60-80 mètres sous le fond marin. Alors, toutes ces données sont à des fréquences différentes. Donc, on peut avoir toutes ces données, enregistrer toutes ces données en même temps. Et puis, quand la mission est terminée, le véhicule remonte à la surface. Et voilà, on a des données géophysiques par très grand fond, par 3000 mètres, d'excellente qualité. Pour vous donner un petit exemple de quoi ça ressemble, voici une coupe. Ce que vous voyez ici, c'est le relevé sismique 3 dimensions. Donc, on a au début du projet. Vous voyez ici, c'est 75 mètres de profondeur et à peu près 800 mètres ici. Ben, on ne voit pas grand-chose, on voit le fond marin ici, et puis c'est à peu près tout. Avec des données haute résolution, on voit toujours le fond marin, on commence à distinguer quelques couches géologiques, mais encore une fois, c'est bien difficile de faire une interprétation. Mais quand on a des données ultra haute résolution, eh bien, vous voyez que maintenant, on voit des couches géologiques et on va faire des interprétations. Alors, par exemple, ces deux couches ici, eh bien, on a interprété ça comme 2 épisodes de glissement de terrain qui sont maintenant enfouis sous le fond marin. Donc, on a toutes ces images ultra haute résolution sur tout l'ensemble du projet. Et donc, on peut un peu cartographier, par exemple, tous les glissements de terrain qui se sont écoulés jusqu'à l'endroit qui nous intéresse. Encore une fois, ce qui frappe offshore, c'est la taille des choses. Il y a un glissement de terrain très célèbre qui est le glissement de Storegga en mer de Norvège. Vous le voyez ici. C'est dur de s'en rendre compte des dimensions, mais largeur en tête, 300 km. Longueur d'écoulement, 800 km. Déjà, c'est impressionnant, mais il faut s'imaginer un glissement de terrain qui partirait de la Méditerranée, qui s'écoulerait à travers la France et qui irait jusqu'à la Manche. Donc, le défi, c'est que quand on étudie les géoaléas, il ne faut pas se concentrer sur son petit précaré, il faut bien regarder autour pour être sûr de ne rien oublier. Ce glissement de terrain, on a fait des études de datation, il date d'à peu près 8600 ans avant le présent, et il a été causé parce qu'on pense qu'il y a eu un petit séisme qui a déstabilisé des couches épaisses sous-consolidées au début de l'âge Holocène. Un autre exemple de géoaléa qui nous vient du Golfe du Mexique et du projet Atlantis. Donc vous voyez ici un relevé bathymétrique du Golfe du Mexique. Vous voyez cet escarpement ici qui traverse presque tout le golfe, qu'on appelle l'escarpement de Sixby. Et on va se concentrer sur cette portion ici du fond marin. C'est le projet Atlantis. Donc vous voyez ici le haut de l'escarpement, 1300-1400 mètres, à peu près 800 mètres de dénivelé. Vous voyez un peu l'échelle ici, ces petits carrés font à peu près 5 km sur 5 km. Alors vous voyez la plateforme, c'est une plateforme semi-submersible, vous voyez les lignes d'amarrage, les conduites, les puits sous-marins, et puis vous voyez bien sûr des coulées de débris qui se sont détachées de l'escarpement de Sixby. Encore une fois, c'est un peu difficile de se rendre compte de l'échelle des choses. Donc si je zoome ici, vous voyez l'emplacement des 3 ancres à succion qui servent d'amarrage, et vous voyez tous ces blocs sur le fond marin. Encore une fois, c'est un peu difficile de se rendre compte de la taille des choses. Eh bien, voici, à peu près à l'échelle, j'ai fait de mon mieux, le Stade de France. Donc, ces blocs, dont la plus grande partie est maintenant enfouie sous le fond marin,
sont de la taille de stade de football. Donc il faut s'imaginer ces blocs intacts qui s'écoulent sur plusieurs kilomètres. Et donc il faut bien comprendre la probabilité qu'il y en ait durant la vie du projet et les conséquences qu'il poserait sur le projet. Une fois qu'on a réalisé toutes ces études géophysiques, eh bien maintenant on réalise des sondages géotechniques. Alors en grand fond, il y a deux familles. Il y a une technique où le forage est fait avec des installations sur le pont du bateau. Donc vous voyez un exemple ici. On peut réaliser des forages géotechniques dans 3000 mètres d'eau et à peu près jusqu'à 500 mètres sous le fond marin. Mais ce petit croquis, encore une fois, il n'est pas à l'échelle. Si je trace à l'échelle un forage de 60 mètres qu'on ferait pour dimensionner une encrassation dans 2000 d'eau, et voilà à quoi ça ressemble. Alors, comment on fait? Eh bien, il faut déjà traverser toute la colonne d'eau. Alors, il faut visser des tiges de forage, vous les voyez ici, qui font 10 mètres, une par une. Donc, il faut en visser 200 pour arriver en fond marin. Ça prend la journée. Après, on fait notre petit forage, nos essais in situ. Et puis après, il faut ramener tout ça sur le pont du bateau. Donc, ils font tout dévisser. Donc, sur 3 jours de campagne, vous avez passé 2 jours à visser et dévisser des tiges de forage. Donc, ce n'est pas très efficace. Et donc, dans les années 90, ça a suscité une autre famille de pensée. Des gens ont développé des forages qu'on peut faire avec les installations installées en fond de mer, télécommandées depuis la surface. Là, vous voyez ici la plateforme de forage, elle est très compacte. On descend tout ça en fond de mer. Et puis, il y a juste un câble et on télécommande tout ça depuis le bateau. Donc, on n'est plus obligé de visser, dévisser des tiges d'acier. Ça marche bien jusqu'à peu près 3000 mètres. Et puis, on ne peut pas faire des forages jusqu'à 500 mètres sous le fond marin, mais disons jusqu'à 150 mètres. Donc, c'est des techniques qu'on utilise beaucoup en grand fond et ultra grand fond. Un des grands défis, une des différences entre l'offshore et le terrestre, c'est que, vous l'avez vu, pour faire des forages, ça nécessite des moyens navals assez importants. Donc, il y a peu de choix. Si vous voulez faire un forage de 500 mètres dans 3000 mètres d'eau, il y a une entreprise qui peut faire ça, et il y a 2 bateaux. Donc, si un de ces bateaux il est au Brésil et l'autre en Angola, et que vous en ayez besoin dans le golfe du Mexique, eh bien, vous êtes coincé, il faut attendre votre temps, il faut attendre votre tour. Donc, ça peut nécessiter des planifications très à l'avance, parfois plus d'1 an à l'avance, si on a besoin de faire des forages en grand fond ou très grand fond. On n'est pas obligé de faire des forages, on peut faire aussi du carottage. Alors voici à peu près à quoi ça ressemble. Vous avez le carottier qu'on descend jusqu'en fond de mer. Il y a un système de bras mécaniques qui s'enclenche. Le carottier pénètre le fond marin. Et voilà, on arrive à avoir des carottes d'à peu près 20 mètres dans les argiles. Et donc vous voyez ici un exemple. Ça fait à peu près 20 mètres. Vous avez le carottier qu'on est en train de ramener sur le pont du bateau. Ça marche très bien dans 3000 mètres d'eau. Et donc, ce n'est pas obligé de faire des forages, on peut faire aussi beaucoup de carottage. Pour vous donner un exemple de ce qu'on fait pour étudier les géoaléas, encore une fois, on est au golfe du Mexique. Voici encore une fois l'escarpement de Sigsbee. Voici la plateforme Atlantis dont je vous ai parlé, les lignes d'amarrage, le pipeline qui sert à exporter les hydrocarbures, et puis une autre plateforme ici, une spar, qu'on appelle Mad Dog. Vous voyez ici, on a fait des forages jusqu'à 150 mètres pour faire des études de stabilité de pente de l'escarpement. Et puis, on n'en fait pas beaucoup, parce que ça prend beaucoup de temps, et on fait aussi beaucoup de carottage. Donc, vous voyez tous ces petits points ici, en vert, jaune, rose et rouge, eh bien, ce sont des carottages qu'on a réalisés. On en a à peu près jusqu'à 20 mètres, encore une fois, dans les argiles. Dans les sables, bien entendu, ça ne marche pas beaucoup. On va se concentrer maintenant sur ce petit bout de terrain ici, dans le projet Atlantis. Alors, voici à quoi ça ressemble. Voici un relevé bathymétrique avec les UV. Et on voulait s'intéresser à tous les glissements de terrain qui s'étaient écoulés jusqu'à cet endroit. Si je fais une coupe des relevés géophysiques, ça ressemble à ça. Alors, on pensait qu'il y avait toute une série de glissements de terrain, mais là, vous voyez, on ne peut pas les voir. La résolution des données n'est pas suffisante. Alors, on a pris une carotte. Ces carottes, on les découpe en sections de 1 mètre, et puis on les découpe longitudinalement, et puis on regarde. Alors, ici, vous êtes au fond marin. Ici, vous êtes 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres sous le fond marin. Et puis, ici, vous êtes arrivé à peu près 13 mètres sous le fond marin. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à cet endroit, il y a eu 6 glissements de terrain qui se sont écoulés jusqu'à cet endroit-là dans le passé géologique. Bon, très bien. Alors, ensuite, on fait des études de datation à cet endroit.
au carbone 14. À cet endroit, eh bien, le plus récent date de 8510 ans avant le présent, celui d'après 14 000, 16 000. Donc on essaye d'avoir un peu de données statistiques. On peut commencer maintenant, connaissant l'âge de ces glissements de terrain, on peut essayer de comprendre les facteurs de déstabilisation et faire des études pour estimer la probabilité qu'il y en ait un durant la vie du projet. Ce qu'on fait aussi avec les données géotechniques et les données géophysiques, c'est qu'on les intègre. Donc vous voyez encore une fois ici l'escarpement de Sixby, vous avez la spar Mad Dog, vous avez les lignes d'amarrage et vous avez les encres à succion. Et voici une partie du quadrillage des relevés qu'on a obtenus avec les UV. Et on va s'intéresser à une coupe qui fait un peu un zigzag ici. Alors cette coupe, elle ressemble à ça. En haut, ici, vous avez le fond marin, puis ça fait à peu près 10 mètres. Donc sur les données géophysiques, on avait identifié un glissement de terrain qui était enfoui. On a fait des relevés CPT. Effectivement, vous voyez ici, la résistance en pointe est un peu plus élevée, mais ce sont toujours des argiles, il n'y a pas de sable. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que voici l'emplacement des 4 encres à succion que je dois dimensionner. Je n'ai pas besoin d'avoir un sondage à l'emplacement de chacune des structures. C'est une des grandes différences entre l'offshore et le terrestre. Offshore, on a des données géophysiques d'une grande qualité et on s'en sert pour extrapoler les données géotechniques avec confiance. Donc on n'est pas obligé d'avoir des données géotechniques à l'emplacement de chaque structure, comme c'est souvent le cas dans le terrestre. Je vous ai dit que la plupart des structures, c'était des jaquettes, et la plupart d'entre elles étaient installées avec des pieux battus. Donc on va aborder maintenant quelques défis associés au dimensionnement des pieux battus. Ces pieux battus, on les dimensionne pour résister aux ouragans, aux typhons, aux cyclones, tout ça c'est la même chose. Vous voyez ici le chemin de tous ces phénomènes tropicaux des 50 dernières années. Ils sont présents dans beaucoup de bassins offshore, mais même là où ils ne sont pas présents, par exemple en mer du Nord, eh bien, on a des tempêtes d'hiver assez importantes. Alors voici les jaquettes que je vous ai montrées tout à l'heure, les 5 jaquettes reliées. Vous voyez, faites attention à cette vague qui va arriver. Eh bien, cette vague, c'est une vague qui fait à peu près 20 mètres de haut et qui a une période de retour d'à peu près 50 ans. Vous voyez, elle passe juste au-dessous du pont de la structure. Donc les pieux offshore, ils sont soumis aux charges monotones. Oui, il y a des charges gravitaires, mais il y a aussi beaucoup de charges de sollicitation cycliques. On va s'intéresser d'abord au dimensionnement des pieux sous charge axiale dans les sols cohérents. Une des questions qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que vous faites des calculs en méthode contrainte, en contrainte totale ou en contrainte effective? Est-ce que le frottement unitaire est proportionnel à la résistance de cisaillement ou à une contrainte effective? Offshore, les méthodes de l'API, l'Institut américain du pétrole et de l'ISO, c'est toujours des méthodes en contrainte totale. L'équation pour calculer le petit facteur alpha a évolué au cours des années, mais ça reste toujours des méthodes en contrainte totale. Ce qu'il faut bien se souvenir, c'est que c'est une méthode empirique. Alors, vous avez ici la base de données qui sous-tend la méthode de l'API. Vous avez sur l'axe horizontal la résistance au cisaillement, et puis ici la résistance au cisaillement normalisée. C'est la résistance divisée par la contrainte effective. Donc vous voyez que la méthode de l'API c'est basée sur une base de données assez restreinte. Dans les années 90, il y a une autre méthode en contrainte effective qui a été développée, c'est la méthode de Imperial College, avec une base de données un peu plus importante. Mais il existe bien des endroits offshore où les conditions des sols ne correspondent pas du tout à ces hypothèses. Par exemple, à l'ouest des îles Shetland, il y a des moraines terminales avec des résistances au cisaillement en fond de mer qui sont presque 2000 kPa, et donc elles ne rentrent pas du tout dans les hypothèses des méthodes de l'API. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, effectivement, dans ces cas-là, on a quand même plus confiance. Ce qui contrôle la rupture des sols, bien sûr, c'est la contrainte effective, ce n'est pas la contrainte totale. Donc on a plus confiance dans l'extrapolation des méthodes en contrainte effective. Alors on peut utiliser la méthode de l'Imperial College, vous la voyez ici. Il faut mesurer un angle de frottement et on fait ça avec des essais à la boîte de cisaillement circulaire. Maintenant, si on s'intéresse au dimensionnement des pieux sous charge latérale dans les sols cohérents, on utilise la plupart du temps la méthode des poutres avec des courbes PY, où on simplifie, on idéalise le pieu par une poutre et le sol par une série de ressorts PY qui décrivent l'évolution de la réaction du sol P en fonction
du déplacement latéral du pieu Y. Et vous voyez, McLaren et Foch, ils ont été les premiers à faire ça en 1956. Cependant, voilà ce qu'il y a dans les codes de l'API et de l'ISO maintenant. Ce sont les courbes qu'on appelle les courbes de Matlock. Elles ont été développées en 1962 à partir d'essais sur un seul site. Il les a publiées en 1970 et elles sont recommandées depuis 1972. Il est maintenant bien établi que toutes ces courbes, eh bien, elles sous-estiment la résistance ultime et la raideur du sol. On continue quand même à les utiliser parce qu'elles vont, en apparence, souligner dans le sens de la sécurité. C'est-à-dire qu'en général, eh bien, le moment de flexion dans le pieu est surestimé. Mais on va voir que ça a quand même des avantages assez importants. Ce qui est intéressant dans le golfe du Mexique, c'est qu'on a beaucoup de retours d'expérience dus aux ouragans qui y sont présents très souvent. Vous voyez ici les trajectoires de quelques ouragans notables des 30 dernières années. Et on va s'intéresser d'un peu plus près aux ouragans Rita et Katrina. Vous voyez la trajectoire de l'ouragan Rita. Et vous voyez chacun de ces points ici, eh bien, c'est l'emplacement d'une plateforme qui a été complètement détruite par l'ouragan. Et la même chose pour Katrina. Donc des plateformes détruites par les ouragans, depuis les années 70, il y en a des centaines dans le golfe du Mexique. À quoi ça ressemble? Quel est le mécanisme de rupture qu'on observe quand ces plateformes sont détruites? Vous voyez un exemple ici d'une plateforme détruite, c'est un relevé au sonar. Vous voyez une plateforme ici qui est toujours debout. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que la rupture se produit toujours dans le treillis, dans la structure tubulaire. Au niveau de la fondation, il n'y a aucun endommagement, il n'y a aucun déplacement notable des pieux. Et ça, on observe ça toujours. Par contre, si vous faites des modélisations numériques, si vous poussez la structure jusqu'à la rupture, eh bien, vos modèles ils vont toujours prédire que la rupture se trouvera dans les pieux, parce que eh bien, les courbes de Matlock surestiment les moments de flexion dans les pieux. Bon, très bien, mais en ce faisant, eh bien, on sous-estime les moments et les contraintes dans la structure tubulaire. Donc le grand défi, c'est que si on utilise les courbes de Matlock, les courbes de l'API, eh bien, on n'est pas capable de reproduire numériquement le mécanisme de rupture qu'on observe lors des ouragans. Alors c'est quand même embêtant, c'est quand même un grand défaut. Tout ça, ça a nécessité, ça a suscité, ça a motivé beaucoup de travaux pour établir des courbes PY un peu plus modernes. Et on s'intéresse aux pieux longs et flexibles, qui sont typiques des pieux offshore. Bon, vous voyez le mécanisme de rupture sous charge latérale. S'il y a décollement à l'arrière du pieu, eh bien, on a un coin buté à l'avant, en surface, et puis un peu plus profondément, on a une rupture en plans horizontaux. S'il n'y a pas de décollement à l'arrière du pieu, on a deux coins, un en buté et en poussé, et puis une rupture en plans horizontaux un peu plus bas. Alors, le but du jeu, c'est de calculer la résistance ultime à chacune des profondeurs, et cette résistance est proportionnelle à la résistance au cisaillement, au diamètre et à un facteur de portance. Pour calculer ce facteur de portance, eh bien, la nouvelle méthode qu'on a développée utilise des méthodes de résultats d'études aux éléments finis et la théorie de la plasticité pour le mécanisme en coin, et puis la théorie de la plasticité pour la rupture en plans horizontaux. Alors, vous lirez les détails dans l'article si ça vous intéresse, mais si vous utilisez cette méthode, eh bien, vous calculerez des facteurs de portance supérieurs à ceux de Matlock, supérieurs à ceux de l'API. Ça, c'est pour la résistance ultime. Maintenant, on va s'intéresser à la forme de la courbe PY. Vous voyez ici des surfaces de rupture autour de fondations, un pieu, une fondation gravitaire ou une encre à succion. Mais le chemin des contraintes le long de cette surface de rupture n'est pas le même partout. Alors, des fois, à des endroits, il s'apparente plutôt au chemin des contraintes de l'essai DSS, l'essai direct de cisaillement simple. À d'autres endroits, c'est plutôt un essai triaxial compression, et puis à d'autres endroits, le chemin des contraintes, c'est plutôt un essai triaxial en extension. Pour le problème qui nous intéresse, c'est les pieux sous charge latérale, eh bien, le chemin des contraintes se ressemble plus, ce n'est pas exactement, mais ça ressemble plus à l'essai DSS. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une courbe DSS qu'on mesure dans le laboratoire, on la normalise. Donc ici, on a la résistance normalisée divisée par la résistance au cisaillement. Donc à la rupture, c'est égal à 1 en fonction de la distorsion totale. On prend ces courbes, on utilise ça dans des modèles de plasticité, des modèles d'écrouissage cinématique, on fait des études aux éléments finis et on mesure
la force sur le pieu et on en déduit une courbe PY. Encore une fois, c'est une courbe normalisée, donc vous avez la résistance divisée par la résistance ultime, donc c'est égal à 1 à la rupture, et on trace ça en fonction du déplacement du pieu normalisé, c'est-à-dire le déplacement divisé par le diamètre. Et on a établi une méthode de mise à l'échelle, et chaque point sur la courbe DSS, eh bien, on peut le transformer en un point sur la courbe PY normalisée. Donc les deux sont équivalents. Si vous n'avez pas d'essai DSS, eh bien, il y a des courbes qu'on a suggérées par défaut, et ces courbes dépendent de l'indice de plasticité et du coefficient de surconsolidation du sol. Ce que j'aime beaucoup dans cette méthode, c'est qu'elle a été développée à partir des propriétés fondamentales des sols. Elle n'a pas été développée à partir d'une série d'essais à un site. Donc elle n'est pas sujette à la dispersion des mesures de la résistance au cisaillement sur un site. Et on a vérifié son applicabilité à partir de rétroanalyse. Vous voyez tous les essais qu'on a étudiés. Il y a des essais à petite échelle, grande échelle, en centrifugeuse. Vous voyez la consistance des argiles. Ça va des argiles très molles en centrifugeuse jusqu'aux argiles très raides. À Tilbrook Range, il y a des résistances au cisaillement de plus de 500 kPa. Donc cette nouvelle méthode, elle s'applique quelle que soit la consistance de l'argile. Très molle, très raide, tout ça, ça n'a aucune importance. Vous avez un essai DSS, vous avez votre courbe PY. Depuis, on s'est aussi intéressé, bien sûr, aux résultats du projet SOLCIP. Alors, la contribution du projet SOLCIP au comportement des pieux sous charge latérale dans les argiles, eh bien, c'est la thèse de doctorat de Madame Kemakem qui a fait des essais en centrifugeuse. Vous voyez ici son dispositif. Et elle a proposé des courbes PY. Donc, vous voyez, encore une fois, ici, vous avez la résistance divisée par la résistance ultime en fonction du déplacement normalisé. Voici tous les points qui ont été proposés et la courbe normalisée qui a été proposée par Kemakem en 2012. Les courbes que nous, on a suggérées en fonction de l'indice de plasticité et du coefficient de surconsolidation, les voici. Mais la meilleure façon de déterminer la courbe PY, c'est de mettre à l'échelle l'essai DSS. Donc si vous faites ça, eh bien voici la courbe que vous utilisez. Donc on peut dire que la nouvelle méthode qu'on a développée, elle est tout à fait cohérente avec les essais du projet SOLCIP. On a fait des rétroanalyses, par exemple, on a la charge latérale en fonction du déplacement en tête. Vous avez les essais, vous avez la rétroanalyse, ça marche très bien. Vous avez les profils de moment de flexion pour 3 niveaux de charge. Vous voyez les essais, vous voyez la rétroanalyse, ça marche très bien. Maintenant, tout ça, c'était pour les comportements monotones. Alors, sous charge cyclique, je vous ai montré quand même les charges cycliques peuvent être assez importantes. On sait tous que la résistance au cisaillement augmente avec le taux de cisaillement, parce que les sols sont des matériaux visqueux. Mais la résistance au cisaillement diminue avec le nombre de charges. Donc l'effet net des charges cycliques sur la résistance au cisaillement, ce n'est pas toujours facile à établir. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, au laboratoire, on prend une éprouvette et puis on lui applique des contraintes moyennes et des contraintes cycliques avec une période d'à peu près 10 secondes et on mesure la distorsion moyenne et cyclique. Bon, très bien. Et avec ça, on peut tracer des courbes contraintes distorsion. On continue l'essai, et puis juste à temps qu'on arrive à une distorsion de 15%. Et ça, arbitrairement, on dit 15%, c'est la rupture de l'échantillon. Et à ce moment-là, eh bien, on peut mesurer la contrainte au cisaillement cyclique, la résistance au cisaillement cyclique de l'échantillon. Et on peut tracer ces petits diagrammes de stabilité. Alors, ces diagrammes de stabilité, ils ne sont pas toujours très faciles à comprendre. Je me permets de vous les présenter. Ça fait 25 ans que je les regarde et j'en apprends toujours. Mais sur l'axe horizontal, vous avez la contrainte moyenne divisée par la résistance monotone. Et sur l'axe vertical, vous avez la résistance cyclique divisée par la résistance monotone. Alors, par exemple, si vous faites un essai et que vous ayez une contrainte moyenne égale à 25% de la résistance monotone et que vous appliquez 1000 cycles de charge, eh bien, ce diagramme vous dit que votre résistance cyclique sera à peu près de 75% de la résistance monotone. Par contre, si vous appliquez une contrainte moyenne ici de 50% de la résistance monotone et que vous n'ayez que 10 cycles de charge, eh bien, pour une argile du golfe du Mexique, ce petit diagramme vous dit que votre résistance cyclique elle est à peu près
supérieure à la résistance monotone d'à peu près 20%. Et vous voyez qu'il y a toute une partie du diagramme où la résistance cyclique est supérieure à la résistance monotone. Alors, comment ça se fait? Parce que quand on fait un essai monotone en laboratoire, le taux de cisaillement est très faible. On amène l'éprouvettes à la rupture en 1 heure, 3 heures. Par contre, quand on fait un essai cyclique, on cisaille avec une période de 10 secondes. Donc, si vous avez 10 cycles de charge, eh bien, vous amenez l'échantillon à la rupture en à peu près 2 minutes. Donc, il y a des effets de taux de cisaillement assez importants. Et donc, ça fait que, pour certaines conditions, la résistance cyclique est supérieure à la résistance monotone. Alors, la question, c'est bon, très bien, mais pour les pieux offshore, où je me trouve dans ce petit diagramme? Alors, je passe sur les détails des calculs, vous verrez ça dans l'article, mais on se trouve dans ce petit ovale ici. Donc, en fait, pour les pieux offshore, ce qu'on appelle le nombre de charges équivalent n'est pas très important. Et donc, les conditions de chargement cyclique sont telles que la résistance cyclique est supérieure à la résistance monotone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est très bien, mais tout ça, c'est des essais en laboratoire. Donc, comment on fait pour déterminer les courbes PY avec tous ces essais? Alors, par exemple, vous avez ici les courbes PY de Matlock, la courbe monotone et la courbe cyclique, qui est inférieure à la courbe monotone. Nos nouvelles courbes PY, qu'on a développées récemment, en 2017, je vous ai déjà dit, elles ont une résistance ultime supérieure à celle de Matlock, vous voyez ici, et puis elles sont beaucoup plus raides. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que la courbe cyclique, eh bien, elle est supérieure à la courbe monotone. Donc on a établi des coefficients d'abattement sur PY qui permettent de passer de la courbe monotone à la courbe cyclique. Alors vous allez me dire pourquoi Matlock il a la courbe cyclique qui est inférieure à la courbe monotone? Eh bien parce que Matlock en 1961, ses essais, il avait des centaines de cycles et donc il se trouvait dans une partie du diagramme qui ne correspond pas du tout au chargement, aux sollicitations typiques d'un jacket offshore. Mais ça, bien sûr, Matlock, en 1961, il n'en savait rien du tout. Donc, on ne peut pas le lui reprocher. Et toutes ces courbes, encore une fois, elles sont déterminées pas à partir d'essais sur pieux. Donc, on a vérifié leur validité à partir de rétro-analyse sur essais cycliques. Et on s'est aussi beaucoup intéressé au projet SOLCIP pour les essais cycliques. Donc, vous pouvez lire les détails. Et on arrive à faire des rétro-analyses tout à fait satisfaisantes. Alors tout ça, c'était dans les argiles, dans les sols cohérents. Maintenant, on va s'intéresser aussi aux pieux sous charge axiale dans les sables, et les sables siliceux. Depuis la première édition des codes de l'API, eh bien, le frottement unitaire est toujours calculé avec la même équation. C'est K, le coefficient de pression, multiplié par la tangente de l'angle de frottement et la contrainte verticale effective. Et tout ça, ça doit être inférieur à un frottement unitaire limite. Les recommandations pour K, delta et F limite ont changé, mais l'équation, c'est toujours la même, depuis 1969. Et seulement en 2007, on a aussi ajouté des méthodes basées sur les CCPT. On y reviendra. Donc, la fiabilité de cette méthode de l'API, elle a été étudiée par bien des auteurs. Donc, vous voyez sur ces deux diagrammes, par exemple, sur l'axe vertical, vous avez la capacité calculée avec la méthode de l'API divisé par la capacité qu'on mesure à partir de certaines banques de données. Et on trace tout ça en fonction de l'indice de densité des sables pour les puits en traction et les puits en compression. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la méthode de l'API, elle sous-estime la capacité dans les sables denses et très denses, mais qu'elle peut surestimer la capacité dans les sables lâches et moyennement denses. Alors vous allez me dire pourquoi on continue à utiliser la méthode de l'API, parce que quand même, quand on voit ces graphes, on se dit c'est pas terrible. On continue à l'utiliser parce que offshore, on a principalement des sables denses et très denses et des pieux en compression. Donc la méthode de l'API, ça donne une estimation de capacité qui va dans le sens de la sécurité. Cependant, l'industrie a jugé que cette marge de sécurité quand même était trop importante, excessive. Et donc, ça a suscité, dans les années 90, toute une série d'essais qui ont donné lieu au développement de 4 méthodes basées sur les CCPT. Alors, il y en a une méthode développée par Fugro, une par l'Imperial College, une par l'Institut norvégien des géotechniques, NGI, et une autre par l'Université d'Australie occidentale, UWA. Voici un des premiers défis associés avec ces méthodes CPT. Si on s'intéresse aux pieux offshore typiques, qui sont des pieux ouverts,
tubulaire en acier chargé en compression. Vous voyez ici tous les essais notables qui ont été publiés. La méthode de NGI, elle utilise 14 de ces essais pour calibrer la méthode. La méthode Imperial College 4, la méthode Fugro 12 et la méthode UWE 17. Donc vous voyez déjà qu'aucune de ces méthodes n'utilise la même banque de données pour sa calibration parce que les gens ne sont pas d'accord sur quel est un bon essai, un mauvais essai, etc. On y reviendra. Pour vous donner une petite idée quand même de l'intérêt de ces méthodes CPT, voici un des projets phares des années 90, le projet Euripide. Donc ça a été des essais en milieu très dense. Vous voyez au site 1, vous voyez l'enveloppe des résistantes de pointe du CPT. Donc on a des indices de densité supérieurs à 80%, des sables très denses. Si on s'intéresse à cette partie du profil ici, on peut tracer le frottement unitaire qu'on a mesuré en compression quand le pieu avait une fiche de 38,7 mètres. Voici le frottement unitaire qu'on a mesuré. Et voici la rétro-analyse avec la méthode de l'API. Donc on voit tout de suite que la méthode de l'API, le concept de frottement unitaire limite, ça ne marche pas du tout. Et on voit qu'on commence à comprendre un peu mieux pourquoi la méthode de l'API a tendance à sous-estimer la capacité des pieux autant qu'elle le fait. Si maintenant je vous présente les rétro-analyses des 4 méthodes CPT, eh bien vous voyez qu'elles vous donnent toutes des résultats différents, mais n'importe laquelle de ces méthodes vous donne un résultat bien meilleur que celui de la méthode de l'API. Et donc, comment elles font ces méthodes CPT? Elles calculent le frottement unitaire en fonction de la contrainte radiale le long du pieu, après l'installation. Donc ça, c'est une fonction de la résistance en pointe du CPT. On y ajoute la variation de la contrainte durant le chargement, due à la dilatation du sable, parce qu'on s'intéresse aux sables denses et très denses qui se dilatent quand ils sont cisaillés. Et on multiplie tout ça par l'angle de frottement à l'interface sol-pieu. Et pour la résistance de base, on utilise la résistance de pointe du CPT et ça dépend des conditions du bouchon à l'intérieur du pieu, puisqu'on a souvent des pieux ouverts. Durant le battage, est-ce que le pieu est carottant, bouché, ou totalement, partiellement ou totalement? Tout ça, ça influence les valeurs. Alors, vous voyez, si on fait des études statistiques, vous voyez encore ici la capacité calculée avec une méthode en particulier. Donc, les points en bleu, c'est la capacité calculée avec la méthode Imperial College, la méthode Fugro, la méthode NGI, etc. En fonction de l'indice de densité du sable, si on utilise la banque de données UWE. Donc, vous voyez que le biais de la méthode de l'API a disparu et vous voyez que visuellement, eh bien, ces méthodes CPT vous donnent des résultats bien meilleurs que la méthode de l'API. Bon, les méthodes CPT, il y en a 4. Alors, vous allez me dire laquelle j'utilise. Vous allez me dire, c'est facile, on n'a qu'à faire des études statistiques. On prend celle qui a le biais le plus près de 1,0 et le coefficient de variation le plus petit, et puis le tour est joué. Sauf que, je vous l'ai dit, elles utilisent chacune leur propre base de données. Donc, si vous lisez un article de Fugro, la meilleure méthode, c'est celle de Fugro. Si vous lisez un article de Imperial College, la meilleure méthode, c'est celle de l'Imperial College, etc., etc., etc. Donc, c'est un des premiers grands défis. Le second grand défi, c'est que, eh bien, tout ça, c'est très bien, mais pour les 4 dimensionnements réels, eh bien, il faut extrapoler tous ces résultats hors des banques de données. Sauf un essai que vous voyez ici, si on s'intéresse à la banque de données de UWE, vous voyez qu'on a des diamètres de moins de 1,2 m, des longueurs de moins de 80 mètres et des capacités mesurées de moins de 23 méganewtons. Et voilà où on est pour les zones de calcul des jaquettes typiques. Des diamètres jusqu'à 2,50 m, des longueurs jusqu'à 120 mètres et des capacités jusqu'à 100 méganewtons. Donc comment on fait pour extrapoler tous ces résultats aux conditions typiques de dimensionnement? Il faut répondre à certaines questions clés. Quelle est l'influence du diamètre sur la dilatation? Question simple. Quelle est l'influence du diamètre et du bouchonnement des pieux ouverts sur le frottement latéral et la résistance de base des pieux? Quelle est la méthode de pondération de la résistance de pointe du CPT? Parce que ça, même ça, eh chaque méthode utilise une méthode, chaque méthode CPT utilise une méthode de pondération différente. Eh bien, à toutes ces questions, le problème, c'est que chacune des méthodes CPT répond à sa façon et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Alors, dans les textes de l'API et de l'ISO, en 2017, il n'y avait pas de consensus dans l'industrie.
quant à la meilleure méthode à utiliser. On a donc présenté toutes ces méthodes sur un pied d'égalité dans les textes et on dit que n'importe laquelle de ces méthodes est préférable à la méthode K tangente delta. Alors que font les gens, que font les ingénieurs? Il y en a qui utilisent une méthode préférée, il y en a qui utilisent la moyenne de 2, 3 ou 4 méthodes, il y en a qui utilisent celle qui donne la capacité la plus pessimiste, et il y en a d'autres qui font encore bien des choses. Donc chacun fait ce qu'il veut, mais je voulais montrer quand même n'importe laquelle de ces méthodes, ça vous donne un résultat plus fiable que celui de la méthode de l'API K tangente delta. Donc si je résume un peu les défis associés au dimensionnement des pieux de façon un peu philosophique, le grand défi c'est que les méthodes sont empiriques et qu'il faut les extrapoler hors des bases de données pour dimensionner les pieux. Donc il faut bien sensibiliser les ingénieurs aux limites des banques de données qui sous-tendent les méthodes de dimensionnement. Il faut bien comprendre les phénomènes physiques qui contrôlent le phénomène, le problème qu'on veut étudier pour avoir confiance en l'extrapolation des résultats. Moi, je trouve dramatique quand je vois des ingénieurs qui n'ont aucune idée des banques de données qui soutiennent les méthodes des normes et qui les appliquent pour des cas où elles ne sont pas du tout calibrées. Pour les méthodes CPT dans les sables, alors il faut bien sensibiliser les ingénieurs, encore une fois, aux limites de la méthode K tangente delta. Il faut harmoniser les banques de données et il faut harmoniser ces 4 méthodes CPT. Et puis le grand défi aussi, il faut améliorer nos prédictions du mécanisme de rupture des structures. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le comportement du jaquette, du système. C'est lui le système qui produit les hydrocarbures. Ce n'est pas le pieu. Le pieu, en fin de compte, c'est juste un des composants de la structure, mais des composants de la structure, il y en a beaucoup. Donc, à mon avis, le plus important, c'est de bien comprendre le comportement du système. Et malheureusement, comme je vous l'ai expliqué, on n'y arrive pas souvent. Alors tout ça, c'était le secteur pétrolier. Je voudrais maintenant vous parler de ce que je pense que peut-être le plus grand défi de la géotechnique offshore de nos jours, c'est le transfert des connaissances et des méthodes du secteur pétrolier au secteur des énergies renouvelables. Voici un graphique que je trouve tout à fait passionnant. C'est sur l'axe vertical la part de l'énergie mondiale. Et sur l'axe horizontal, c'est le nombre d'années après avoir atteint 1% de part de marché pour diverses sources d'énergie. Alors par exemple, le nucléaire a atteint 1% de part de marché en 1974. Donc pour la courbe en jaune, ici, l'année 0, c'est 1974. Et vous voyez que 10 ans après, donc en 1984, on en était à 3 à 4% de part de marché. Voici la courbe des énergies renouvelables. Alors les énergies renouvelables ont atteint 1% de part de marché en 2006. Donc, 13 ans après, on en est à peu près à, en 2019, on en est à peu près à 4% de part de marché. Et voici les prédictions du taux de pénétration des marchés des énergies renouvelables. Vous pouvez lire les détails dans l'article. Et donc, c'est assez impressionnant. Certaines de ces prédictions prédisent qu'en 25 ans, donc, la part de marché des énergies renouvelables passera de 1% en 2006 à 10% en 2031. Ce qui est historiquement supérieur à n'importe... c'est un rythme de pénétration des marchés supérieur historiquement à n'importe quelle autre source d'énergie. Je ne sais pas si ces prévisions se réaliseront, mais si elles le sont, ce sera quand même quelque chose d'unique dans l'histoire de l'énergie. On va s'intéresser à une des composantes des énergies renouvelables, ce sont les énergies éoliennes offshore. Alors, pour l'instant, les projets en exploitation de l'éolien offshore, c'est en mer du Nord. À court terme, on s'intéresse aussi à l'Atlantique, à la Méditerranée, au Japon, la Corée, la côte est des États-Unis, la côte ouest des États-Unis. Vous avez encore d'autres endroits à plus long terme où il y a des ressources offshore dans le secteur éolien. Quelles sont les plateformes qu'on utilise? Alors, en eau peu profonde, moins de 60 mètres, on utilise de l'éolien fixe. Vous voyez les types de structures. C'est des structures tout à fait similaires aux structures du secteur pétrolier, bien que leur taille soit très réduite. Vous voyez ici le premier projet éolien offshore en Allemagne, où on a utilisé des jaquettes sur multipieux avec des monopieux. Alors, le monopieux, ça représente à peu près 80% du marché. Comme les jaquettes sur les pieux dans le secteur pétrolier, ça représente 95% du marché. Par exemple, vous avez le projet Dungeon en 2017.
Au Royaume-Uni, profondeur d'eau de moins de 25 mètres. Alors vous avez 67 turbines sur monopieux. Et puis une station relais offshore. C'est un jacket sur encre à succion, vous le voyez ici. Alors le dimensionnement de ces encres à succion, eh bien, c'est du copier-coller du secteur pétrolier. Donc à mon avis, c'est un bel exemple de transfert de technologie, de connaissances du secteur pétrolier au secteur des énergies renouvelables. On peut bien sûr optimiser toujours les méthodes de dimensionnement, mais si on part des bases du pétrolier, on est sur de bonnes bases. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, voici l'installation d'un jacket multipieux avec encre à succion. Alors, on descend la plateforme jusqu'au fond marin. On a des câbles qui sont reliés aux pompes. La structure descend jusqu'au fond marin. Elle s'encastre d'abord sous son poids propre. On enclenche les pompes et elle commence à évacuer, comme je vous le disais, l'eau de l'intérieur de l'ancre jusqu'à l'extérieur. Et elle crée cette dépression, cette succion qui permet l'encastrement de la structure. On peut contrôler les pompes indépendamment pour s'assurer que la structure est bien horizontale. On ramène les pompes sur le pont du bateau et on est prêt à installer la structure suivante. Donc c'est très silencieux aussi. Donc si vous avez des endroits où il y a des contraintes environnementales, des mammifères, des cétacés qu'il ne faut pas déranger, c'est une technique par rapport aux pieux battus qui a aussi beaucoup d'intérêt. Dans des profondeurs d'eau supérieures, disons, à 60 mètres, eh bien, on utilise des plateformes flottantes. Il y a tout un florilège de solutions qui ont été proposées, mais ça tourne toujours autour de 3 types de structures, les spars, les plateformes semi-submersibles et les plateformes à ligne tendue, comme je vous l'ai montré pour le secteur pétrolier. Encore une fois, ce sont les mêmes concepts, mais encore une fois, les dimensions des structures sont beaucoup plus réduites. Par exemple, le premier projet éolien flottant, c'était le projet Hywind en 2009. C'était une spar avec une ligne d'amarrage avec encre à succion. Vous voyez cette encre. Et encore une fois, le dimensionnement de cette encre, c'est du copier-coller du système pétrolier. Encore une fois, nos méthodes de calcul ne sont pas optimisées. On peut toujours les raffiner, mais si on part quand même sur de bonnes bases, si on les applique sans les modifier au secteur éolien. Donc, on va essayer quand même de contraster maintenant l'éolien fixe avec l'offshore fixe, avec le pétrolier fixe. Une des grandes différences, c'est ce que je vous l'ai dit, les modules de surface sont très lourds dans le secteur pétrolier. Par contre, dans le secteur éolien, ils sont très légers. La nacelle, le rotor, ça pèse 3 fois rien. Donc, les charges latérales, en comparaison, sont beaucoup plus importantes. Donc, quand vous avez des charges latérales importantes à résister, qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez le diamètre. Donc, si on compare secteur pétrolier et secteur éolien, dans l'éolien, les diamètres sont plus importants. Vu que les charges gravitaires sont très faibles, la fiche est très réduite, donc l'élancement est beaucoup moins important. Encore une fois, vu que les charges gravitaires sont peu importantes, ce qui tente à contrôler la capacité axiale, c'est la traction, ce n'est pas la compression. Et sous charge latérale, eh bien, comme le pieu a grand diamètre et faible élancement, il a tendance à se comporter de façon rigide, alors que toutes les courbes PY que je vous ai présentées, eh bien, c'est valide pour des pieux longs et flexibles. Donc, vous voyez que le mécanisme de rupture que je vous ai présenté, coin et plan horizontal, eh bien, c'est plus valide pour un pieu offshore éolien typique. C'est plutôt du rupture en coin à la surface avec une rupture en sphère ou en boule en dessous. Donc, il faut faire attention, les courbes PY que je vous ai présentées, il ne faut pas les appliquer aveuglément au secteur éolien parce que le mécanisme de rupture est différent. Des essais sur grand diamètre dans le secteur pétrolier, il n'y en a pas beaucoup. Donc, eh bien, les énergies renouvelables ont fait leurs propres tests sur des pieux en grand diamètre. Alors, il y a un projet très célèbre, le projet PISA, qui a réalisé des essais sous des pieux ayant des diamètres allant jusqu'à 2 mètres. Alors, vous voyez ici une photo des pieux. On teste un pieu, puis l'autre pieu sert de réaction. Ils ont testé des moraines raides au site de Cowden et puis des sables moyennement denses à très denses au site de Dunkerque. Encore une fois, vous voyez les élancements du pieu très faibles, entre 3 et 10. Le projet PISA, pour les charges monotones, a proposé une méthode de dimensionnement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de la modélisation aux éléments finis, ils ont calé ça contre les essais,
Et puis, ils ont simplifié le modèle 3D avec un modèle une dimension qui a plusieurs composantes. Il y a une composante qui est un effort horizontal réparti, donc ça, c'est les courbes PY classiques. Il y a une autre composante qui est une contrainte de cisaillement axial. Comme le diamètre du pieu est grand, ces contraintes contribuent à résister le moment de flexion. Et puis, comme le pieu est rigide, eh bien, la base du pieu bouge. Donc, il faut modéliser l'effort de cisaillement et de moment à la base du pieu. Et puis, ils ont calé le modèle une dimension contre le modèle 3 dimensions. Et bon, pour les charges monotones dans les argiles, ça marche pas très bien. Ça marche très bien. Mais d'après ce qui a été publié, quand même, si on a des élancements entre 5 et 10, eh bien, la composante principale, ça reste quand même les courbes PY, l'effort réparti. Les deux autres composantes deviennent plus importantes si on a des élancements plus réduits entre 3 et 5. Donc ça, c'était pour les courbes monotones. PISA, ils n'ont pas encore publié les résultats de leurs essais cycliques. Mais essayons d'analyser quelques différences entre le secteur pétrolier et le secteur éolien. Je reviens, je suis désolé, à mon petit diagramme de stabilité cyclique. Et bon, on est ici dans les cas typiques des jaquettes du secteur pétrolier. La question, c'est on est où sur ce diagramme pour une éolienne offshore typique? Eh bien, pour une turbine sur monopieux, sous charge extrême, à l'état limite ultime, disons, les pales sont calées de façon à minimiser les forces dues au vent. Donc, ce qui reste, ce sont les charges dues à la houle, aux vagues. Et donc, ce sont des charges presque symétriques, avec une contrainte moyenne très faible. Donc, on est dans cette partie ici du diagramme. Donc, on voit qu'il ne faut pas appliquer aveuglément les courbes cycliques que je vous ai présentées, qui, je l'espère, feront partie des normes du secteur pétrolier au secteur éolien, parce qu'il y a quand même des différences de comportement des pieux, et il y a quand même des différences dans le type de sollicitation, en particulier le type de sollicitation cyclique. Le transfert des connaissances du secteur pétrolier au secteur éolien doit se faire de façon intelligente. Ce n'est pas la peine de tout réinventer. On peut appliquer des choses comme le dimensionnement des encres à succion avec confiance, mais pour le dimensionnement des monopieux, il faut quand même faire attention. Pour un jaquette multipieux, encore une fois, comme les charges gravitaires sont très faibles, ce qui contrôle le dimensionnement, c'est la traction du pieu. Alors, dans les sables, Gavin et ses collègues se sont intéressés au dimensionnement d'un pieu dans les sables pour une turbine multipieux. Alors, Gavin, comme tout le monde, il a sa base de données, la voici. Et lui, il a dit, pour une turbine typique, 5 MW, j'ai une charge à la rupture de 15 méganewtons avec un coefficient de sécurité de 1. Donc, si j'applique un coefficient de sécurité de 2, il me faut une charge à la rupture de 30 méganewtons. 30 méganewtons, vous voyez, il faut faire face au même défi que pour le secteur pétrolier, c'est qu'il faut extrapoler tous les résultats des bases de données aux 4 dimensionnements typiques. Donc, encore une fois, il faut bien comprendre ce qui contrôle le phénomène physique qu'on essaye d'analyser. Alors, Gavin, il a dit, ouais, bon, il y a 4 méthodes CPT, je vais les utiliser. Donc, il a pris une charge à la rupture de 30 méganewtons, il a pris un pieu de 2,5 mètres de diamètre, une épaisseur de 30 mm, et puis il a pris un profil de résistance au CPT fictif de 50 mégapascales, résistance en pointe constante. Il a utilisé les 4 méthodes, et voici les résultats. Eh bien, donc, si vous voulez avoir une résistance, une capacité en traction de 30 méganewtons, eh bien, il vous faut une fiche soit de 23 mètres, soit de 38 mètres. En fonction de la méthode CPT que vous utilisez. Donc, eh bien, le secteur éolien, il a le même défi à résoudre que pour le secteur pétrolier. C'est à vous, l'ingénieur, de décider quelle est la méthode la plus appropriée à votre cas de dimensionnement. Donc vous comprenez un peu pourquoi on était dans l'embarras en 2007, quand il a fallu codifier tout ça, pour choisir une méthode en particulier. Dans la vie, il faut être optimiste. Donc, je me permets d'anticiper 2 progrès. Le premier progrès que j'anticipe, c'est la mise à jour des courbes PY dans les argiles. Les courbes que je vous ai présentées, il y a un peu plus de détails dans l'article, je pense qu'elles feront partie de la prochaine mise à jour des codes de l'API en 2020 et des codes de l'ISO en 2021 et qu'elles remplaceront les courbes de Matlock.
Elles sont déjà dans les brouillons qu'on a préparés et le comité est vraiment d'accord pour dire que c'est une amélioration. Ce n'est pas parfait, mais c'est une grande amélioration par rapport aux courbes de Matlock. Donc je pense que ce sont des courbes qui peuvent s'appliquer aussi dans le terrestre, n'importe où. Si vous pouvez faire des essais DSS de façon fiable, eh bien, vous pourrez utiliser cette méthode. Et si vous n'en avez pas, vous avez des courbes par défaut. J'anticipe un autre progrès, c'est l'unification des méthodes CPT en 2020. Il y a un programme de recherche en cours entre le NGI, et UWA, Imperial College et Fugro. Donc les 4 organisations qui ont développé leur méthode CPT. Et le but, c'est de développer une méthode CPT ultime, enfin unifiée, non affiliée dans les sables. La première étape, c'est d'unifier les banques de données. Donc ça, au début, vous voyez, en 2013, quand on a commencé, il y a certaines personnes qui disaient « Je me demande pourquoi on fait ça, parce qu'on ne se mettra jamais d'accord. Ce n'est pas la peine d'essayer. » Vous voyez ici les bases de données que je vous ai présentées et chacune des méthodes, si on se limite au pieux offshore, tubulaire, en acier, chargé en compression. Alors ça a pris 3 ans, mais on s'est mis d'accord sur ce petit rectangle ici. On a maintenant une banque de données unifiée qui a été publiée. Tout le monde est d'accord, ce sont les essais qu'on va utiliser pour caler la nouvelle méthode CPT. Donc il y a certaines personnes qui travaillent à cette méthode, dont les sables. Je pense que cette méthode sera finalisée cette année et qu'elle fera partie des normes internationales en 2020 et 2021. Encore une fois, je pense qu'elles sont applicables dans le terrestre. Alors c'est quand même fascinant de regarder un peu en arrière et de juger de l'évolution de la géotechnique offshore au cours des années. Vous voyez ici une photo d'une reconnaissance offshore des années 50. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des équipements du terrestre, des camions, des grues, on mettait tout ça sur une barge, on allait offshore et puis on faisait semblant d'être encore sur terre et puis on faisait notre petit forage. Et ça marchait, dans 10 mètres d'eau, dans 20 mètres d'eau, ça peut marcher, par temps calme. Et puis maintenant, on a ces petits robots qu'on peut déployer jusqu'à 3000 mètres de fond, tout est télécommandé, on peut faire des forages. C'est vraiment fascinant. Alors j'arrive à la fin de la présentation, il faut quand même remercier tout d'abord le Comité français de mécanique des sols de m'avoir invité aujourd'hui. Vous pensez bien que c'est un immense honneur. Je remercie sa présidente, Madame Bernard, puis Monsieur Alain Puech, que je connais depuis les années 90, c'est le projet Euripide, donc ça fait un moment. Je remercie mon employeur, BP America, de m'avoir autorisé à préparer l'article et puis à venir ici devant vous aujourd'hui. Mes nombreux collègues chez BP et dans l'industrie qui ont contribué à l'épanouissement de ma carrière, et puis mes parents et ma famille qui m'ont toujours soutenu dans mes études et dans ma carrière. J'aimerais vous laisser sur une dernière pensée du professeur Jim Mitchell. Alors si vous ne le connaissez pas, le professeur Jim Mitchell, c'est à lui que dans les années 70, la NASA avait confié les échantillons de sol lunaire qui avaient été rapportés par les missions Apollo pour les tester dans son laboratoire. Donc déjà, dans les années 70, il avait quand même une petite réputation. Et il a dit, eh bien, les plus grandes avancées en géotechnique sont venues du besoin d'entreprendre des projets dans des environnements entièrement nouveaux, tels que l'Arctique, les océans et l'espace, où il n'y a pas ou peu d'expérience et où les risques sont élevés. À travers cette conférence, j'ai essayé de vous donner un petit aperçu de cet esprit pionnier de la géotechnique offshore. Pour moi, ça ne fait aucun doute, la géotechnique offshore est toujours promise à un bel avenir pour continuer à contribuer au développement des ressources des océans, que ce soit des hydrocarbures ou du vent. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci. Oui. Alors je fais une petite annonce. Vous en avez déjà entendu parler ce matin, le symposium ISFOG 2020 à Austin. J'ai le plaisir d'être coprésident avec mon ami professeur Bob Gilbert. Comme le disait M. Adel du TC 309, il y a un exercice de prédiction de comportement du battage des pieux. Donc si vous allez au site ISFOG 2020, vous verrez, si vous voulez participer à cette prédiction, vous avez tous les détails. Je vous y encourage. Je vous invite à Austin en 2020.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que, moi personnellement, je l'ai trouvé extrêmement intéressante et très, comment dire, faisant à la fois le bilan sur le passé et ouvrant des perspectives sur l'avenir, vraiment de manière très, j'allais dire très pédagogique. Et je pense que, pour pas vous mentir, je pense que la présentation dans sa version vidéo, je vais pouvoir l'utiliser dans certains de mes enseignements. Je pense qu'elle est vraiment très intéressante, très inspirante. On a un petit moment pour des questions donc, de la salle. Si vous avez une question, il y a 2 micros, un côté Laurent Briançon, un de mon côté, qu'on peut faire passer dans la salle. Ah, d'abord, après. Donc Luc Torel, donc, je suis chercheur à l'IFSTAR et je suis responsable de la centrifugeuse géotechnique. Je suis aussi le vice-président du Comité français de mécanique des sols. Donc j'avais des questions à propos de l'éolien flottant. Donc 2 questions. Donc la première, c'est à votre avis, est-ce que des solutions d'ancrage de type pieu hélicoïdal, c'est-à-dire un pieu avec une hélice soudée ou plusieurs hélices, est transposable, bon, c'est appliqué beaucoup en terrestre, est-ce que c'est transposable en offshore? Et puis la deuxième question, c'est sur la mutualisation des ancres. Est-ce que, selon vous, c'est une perspective, c'est-à-dire en fait de pouvoir mettre plusieurs lignes d'ancrage de plusieurs éoliennes sur le même ancrage, sur la même ancrage à succion ou autre? Est-ce que c'est une perspective d'avenir ou est-ce que ça présente trop de difficultés vis-à-vis, par exemple, des charges directionnelles multiples? Les pieux hélicoïdaux, j'y connais rien du tout. Je les ai jamais utilisés, mais en principe, oui, je pense que si c'est le même principe que n'importe quel pieu, je pense qu'il doit y avoir une base de données qui sous-tend les méthodes de dimensionnement. Et c'est toujours la même question philosophiquement. Est-ce qu'on a confiance en l'extrapolation des bases de données, des résultats de données au cas de dimensionnement typique? Mais si tel est le cas, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les utiliser. Et puis, la deuxième question, oui, il y a bien sûr, le grand défi de l'éolien, ce qui est un peu frustrant dans le secteur pétrolier, c'est que le coût de la fondation, de la géotechnique, dans un projet typique pétrolier, c'est 0, quelque chose % du projet total. Donc, ça n'influe pas du tout sur la commerciabilité du projet. Par contre, pour l'éolien, ça représente 30-35%, parfois plus, le coût de la fondation, particulièrement sur les projets monopieux. Donc il y a beaucoup plus d'intérêt à optimiser tout ça. Effectivement, il y a des projets qui étudient pour l'éolien flottant des systèmes d'encre à succion centrale où on peut attacher 3 lignes d'amarrage. Et donc chaque encre est partagée par 3 spars. Et ça, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. C'est les méthodes de calcul qu'on utilise pour le pétrolier, les études aux éléments finis peuvent très bien s'appliquer à ces cas de multicharge. Tout à fait, oui. Aucun souci. C'est un des grands défis aussi, parce que les méthodes de dimensionnement du secteur pétrolier, si on surdimensionne un petit peu, si la fondation est un peu plus grande qu'il le faudrait, encore une fois, ça n'influe pas beaucoup quoi, sur le coût total du projet. Par contre, pour l'éolien, quand on a 60, 100 monopieux, ça s'additionne, ça se multiplie. Donc il y a beaucoup plus de travaux d'optimisation. Oui. Oui, tout à fait. Donc si on fait ce que vous décrivez, on divise le coût des encres à succion par presque 3. Quoi. Oui, Pierre Schmitt, ex-Soletanche-Bachy. J'avais juste une question concernant l'allure des courbes PY que vous avez montrées dans les argiles, qui étaient en général, les courbes recommandées semblent être des courbes avec une allure, je dirais, pseudo-hyperbolique, avec un palier horizontal. Et on ne voyait pas, comme on le voyait il me semble, dans les courbes de Matlock, l'existence d'un pic précédé d'un palier, et comme on le voyait aussi finalement sur l'extrait de thèse que vous nous avez montré à un moment donné, on voyait des résultats expérimentaux avec un pic qui semblait préfigurer un palier, mais qui n'était pas intégré dans la courbe synthétique qui était proposée. Et je voulais savoir quelle était la raison. Oui, effectivement. Les courbes, les points qui avaient le pic et puis
c'était les résultats du projet SOLCIP. Les courbes PY, on essaye, ce sont des courbes PY, si vous voulez, au pic de l'ouragan. C'est-à-dire, l'ouragan, les vagues augmentent avec le temps pendant 24 heures. Il y a une période de 3 heures où il y a la vague maximale et on veut savoir quelle est la courbe PY au moment de la charge maximale. Donc, c'est, si vous voulez, tous les effets cycliques qui sont d'habitude inclus avec le pic, le palier et puis la réduction, nous, on les intègre en utilisant les résistances, les diagrammes d'interaction. Tout ça, c'est déjà pris en compte en utilisant la réduction de la résistance au cisaillement à travers les charges cycliques, à travers les petits diagrammes. Donc, vous voyez, cette courbe, c'est pas une courbe où on charge, recharge. Non, ça ne décrit pas chaque cycle. C'est la courbe qu'on aura au moment de la charge maximum dans l'ouragan. Donc, toute la réduction de la résistance aux éléments due aux charges cycliques et tout ça, c'est pris en compte à petit diagramme. C'est tout intégré. Donc, c'est pour ça que c'est très spécifique. Ça essaie de résoudre un problème très qui n'est pas universel, quoi. Ça s'applique aux jaquettes offshore, dans le golfe du Mexique, en mer du Nord, quoi. C'est pas poser la question de savoir à quelle question on essaye de répondre avec une méthode. Effectivement, voilà, c'est bien ce voilà. que vous avez dit. C'est la question. Voilà. Oh, merci. Une autre question, oui. Jean-Pierre Yorio, je voulais vous poser une question concernant les méthodes qui étaient proposées, les 4 méthodes que vous avez exposées. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, pour préciser un petit peu le bien fondé d'une de ces méthodes dans un site donné par rapport aux autres, de faire des rétro-analyses de battage qui permettraient de voir que, par exemple, dans tel site de mer du Nord, ou je ne sais pas, telle méthode apparaît mieux appropriée suite à une rétro-analyse de battage, avec un pieu, bien sûr, bien instrumenté. Oui. Dans les essais Euripides, dont je vous ai parlé, des années 90, qui ont été un projet assez important, j'ai un regret. Si j'avais à le refaire, le projet, on ferait de l'instrumentation durant le battage beaucoup plus poussée qu'on a fait, parce qu'on a fait quelques instrumentations durant le battage, mais ça n'a pas été fait, ça aurait pu être mieux fait. On a donné tout ça à Mark Randolph, qui s'intéresse beaucoup à toutes ces choses, mais on n'a pas su en tirer tout ce qu'on aurait pu en tirer. Et c'est un sujet, le comportement sous battage, ça a servi à montrer une chose, c'est que le frottement, j'en ai pas parlé, mais les détails sont dans l'article, le frottement dépend de la profondeur de battage. Il y a un phénomène de réduction du frottement à fur et à mesure que la fiche du pieu augmente à une profondeur donnée, parce qu'il est cisaillé, il est cisaillé, il est cisaillé, et ça, on voit très bien ça durant le battage. Mais c'est toujours la même chose. Si on prend un autre essai, on se dit, ah oui, mais non, si on faisait encore un essai de plus, on aurait la réponse. Il y a toujours de la dispersion quant au relevé CPT. Dans les sables très denses, des fois, ça refuse. Alors, on n'a pas un profil continu déjà. Alors, comment on fait? Donc, dans l'industrie, on s'est dit maintenant, bon, ça suffit. On a les essais qu'on a, il faut faire avec. Donc, je ne pense pas qu'on ajoute... Maintenant qu'on s'est mis d'accord sur la base de données, on n'ajoutera plus rien, c'est fini, là. Parce que ça fait 25 ans qu'on en parle. Mais effectivement, c'est une idée qu'on aurait dû, dans les années 90, exploiter beaucoup plus. Richard Jardine aussi, qui était un conférencier Coulomb avant moi, en a parlé dans sa méthode aussi. Les données durant le battage ne sont pas ce qu'elles pourraient être. Effectivement, c'est dommage, oui. Une autre question? Oui. Concernant les TLP, le premier projet de TLP qui a été fait, c'est Hutton, en mer du Nord, oui. À peu près 150 mètres d'eau, et les gens craignaient qu'il y ait des effets de résonance du fait de la faible profondeur d'eau, et que ça ait des influences importantes sur les pieux. Et donc, il était recommandé plutôt de faire des TLP dans des grandes profondeurs, donc d'avoir des ancrages tendus dans les grandes profondeurs. Donc, pour l'application aux éoliennes, est-ce que ça pose pas un problème?
d'avoir un risque si on est en faible profondeur d'eau. Je pense que c'est le même phénomène, oui, qui est applicable. Je ne pense pas qu'il y ait, à ma connaissance, une seule TLP qui ait été installée dans le système éolien. Effectivement, il y a des problèmes hydrodynamiques assez compliqués à résoudre. À mon avis, ce sont les mêmes, quel que soit le secteur, oui. J'ai dit les TLP, je n'ai pas parlé des encres à succion. Effectivement, il y a des TLP qui utilisent des encres à succion aussi, mais c'est un aperçu que je vous ai donné. Mais ce sont les mêmes problèmes, fondamentalement, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Alain. Oui. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur l'état de développement du marché de l'éolien offshore sur les côtes des États-Unis? Où est-ce que ça en est? Ça bouge sur la côte Est. Hein. Il va y avoir des blocs qui vont être mis en vente sous peu. Donc ça se positionne. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Il y a des blocs d'exploration qui ont été attribués à diverses compagnies. Mais il n'y a rien de construit. Il n'y a rien de construit, non, à ma connaissance. D'accord. Comme chez nous. Comme dans l'Atlantique, en Méditerranée, oui, on en parle, quoi. Bien, d'autres questions? Non, pas de regrets? On a du temps, donc... oui. En termes de reconnaissance, on a donc de la géophysique, on a du CPT, on a des essais de notification dans les carottages et des essais donc, de cisaillement circulaire. On n'a pas d'essais triaxiaux ou d'essais de consolidation d'obétrique ou... Si, bien sûr. On a des essais de consolidation, des essais triaxiaux, des essais... colonne résonante, reson column, comment tu dis ça? Et il y a des essais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du sondage, des essais in situ, il y a du sisomètre in situ aussi. Il y a beaucoup de choses. Il y a des essais à écoulement total, ce qu'on appelle des T-bars, donc c'est des pénétromètres en forme de T ou en forme de boule, qui ne sont plus en forme de pointe, donc ils sont un peu plus simples à interpréter. Ça, c'est pour analyser des résistances au cisaillement de quelques kPa. Un des grands défis pour dimensionner, c'est les conduites sous-marines en grand fond, dont je vous ai parlé. C'est que la résistance au sol est très, très, très faible. 1, 2, 3 kPa. Donc, comment on fait pour avoir un profil de résistance? Mais on utilise ces pénétromètres, qu'on appelle pénétromètres à écoulement total, full flow penetrometer, le T-bar ou le pénétrant boule. Donc, il y a toujours des innovations. Il y a toujours des problèmes nouveaux. Malheureusement, j'ai choisi de ne pas vous en parler. C'était dans le brouillon, mais il a fallu couper pour... Voilà. Oui. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions... Ah si, encore une petite question. Non, mais il n'y a pas de souci. En termes de... Pardon. Est-ce qu'on a des avancées significatives en termes de corrélation suite au développement de la géophysique? Alors je pense en particulier si on parle de sismique réfraction, où on mesure la vitesse des ondes primaires, en fait. Oui. Est-ce qu'on développe des corrélations fiables entre ces vitesses mesurées in situ et les résistances mesurées au pénétromètre, par exemple? On n'utilise pas tellement la sismique réfraction offshore. On utilise, comment tu dis, borehole logging, de la sismique en fond de trou, oui, ou des pénétromètres sismiques. Ça, on utilise ça beaucoup. Et puis, on fait des corrélations entre, oui, la vitesse de cisaillement et puis la résistance au pénétromètre. Ça marche beaucoup, oui. Mais la sismique réfraction, c'est trop compliqué à mettre en place par très grand fond. Ça nécessite des moyens trop importants, ça prend trop de temps. Mais il y a, dans le machine learning et data analytics, maintenant, les gens s'intéressent il y a un projet, il y a des gens qui travaillent sur la calibration des relevés sismiques réflexion avec les CPT. Donc vous leur donnez des relevés CPT et de la sismique réflexion, vous en donnez 50 relevés CPT, puis vous essayez de prédire le relevé CPT à un endroit où vous n'en avez pas, avec de la sismique réflexion.
Voilà. Donc, pour moi, je ne comprends pas trop bien le phénomène physique, mais apparemment, ces méthodes marchent très bien. Enfin, elles sont à l'étude, c'est un des grands développements actuels. C'est pour ça qu'on va en parler à l'ISFOG. C'est ça, parce que je parlais d'une extrapolation. Voilà, tout à fait. Mais c'est de la sismique réflexion, c'est pas de la sismique réfraction. Oui. Voilà. Adnan. J'ai vu une graphe, une estimation de l'énergie renouvelable qui va atteindre 10% de la consommation de l'énergie du monde en 2030, quelque chose. Est-ce qu'il y a une distinction entre les éoliennes offshore et les éoliennes terrestres dans cette 10%? Oui, ce 10%, ça comprend toutes les énergies renouvelables, ça comprend donc le solaire, l'éolien, terrestre et offshore, les énergies biofuel, biomasse, donc ça comprend toutes les énergies renouvelables, quoi, ce 10%. Pas seulement l'éolien, que ce soit. C'est toutes les énergies renouvelables. En fait, j'ai mal posé la question. Ma question, c'était pour le développement du secteur éolien offshore. Est-ce que vous avez une petite estimation qui est plus rapide ou bien qui est plus favorable au futur développement de secteur éolien terrestre ou bien éolien offshore, selon les conditions de chaque pays peut-être ou bien? Oui, il y a un rapport que BP publie chaque année, BP Energy Outlook. C'est cité dans la bibliographie de l'article, donc vous pouvez lire ça. Il y a tous les détails de chaque composante. Mais c'est toujours pareil, les éoliens terrestres, tout le monde en veut, mais pas à côté de chez lui. Donc, quand on les met en mer, eh bien, on ne les voit pas, ça n'embête personne. Donc, c'est un des grands avantages, quoi. Mais au point de vue coût, non, tous les détails sont dans l'article. Il y a une bonne référence dans l'article. Bien, je pense qu'on va pouvoir terminer cette séance de questions. On a une petite partie protocolaire pour la suite. Voilà. Juste préciser, Philippe Jean-Jean a fait référence plusieurs fois à son article. Alors vous ne l'avez pas encore vu, mais je pense que c'est quasiment une première. On a un conférencier Coulon qui nous a soumis son article pour la Revue française de géotechnique avant de faire sa conférence, ce qui est la situation théorique mais rarement respectée. Donc merci beaucoup pour cet effort. Et donc les relecteurs, je parle sous le contrôle de Farima, ont déjà été missionnés. C'est dans le circuit, donc cet article pourra probablement sortir d'ici quelques semaines, je pense. Farima, c'est ça le délai en général, 1 mois ou 2, si tout va bien en relecture? Ça va être rapide. Donc vous pourrez le trouver, pour les abonnés en tout cas, sur le site de la revue relativement rapidement. Je précise aussi, comme vous pouvez le constater, que la séance était filmée. C'était le cas aussi pour la partie avancement des groupes de travail ce matin et que, comme d'habitude, vous pourrez retrouver l'enregistrement vidéo sous un délai de 3 à 4 semaines en général. Et puis la présentation PowerPoint elle-même sera disponible par contre très rapidement sur le site du CFMS. Voilà. Donc merci beaucoup. Je confirme, je souscris complètement à la déclaration de Fabrice tout à l'heure. Je pense que cette conférence complétait très bien la journée offshore qui avait eu lieu au mois de décembre, dans le cadre de la sortie des recommandations sur les éoliennes offshore. Elle nous a fait voyager dans le temps, elle nous a fait voyager sous l'eau. C'est pas forcément notre lot quotidien à tous, mais c'est plus qu'un aperçu. C'était particulièrement intéressant. Et donc, voilà, vous avez droit à un petit souvenir à conserver. Une trace de votre passage, et puis il y a 2 autres traces de votre passage. Voilà. Mais je ne dirai pas les mots sur les idées. Merci beaucoup.
Donc on va pouvoir terminer la séance. Et donc effectivement, alors vous le voyez affiché ici, on aurait dû peut-être mettre un petit slide pour le faire de manière plus sur grand écran. Donc simplement pour vous rappeler ce qui a déjà été évoqué, la grande manifestation qu'on va avoir pour le CFMS dans les mois qui viennent, on va dire dans l'année qui vient, ça sera les JNGG 2020, donc qui auront lieu à Lyon. Peut-être que éventuellement, Laurent, tu veux nous dire quelques mots dessus? Grand chose, juste pour vous dire un petit mot, on va faire un appel à résumé fin juin. Donc, on le relancera début septembre parce qu'on sait qu'il ne se passe pas grand-chose l'été. Mais sinon, non, on va faire des JNGG comme d'habitude. Petite particularité, le 2 juillet, donc le dernier jour des JNGG, on va inviter une centaine d'étudiants à venir assister au JNGG pour pouvoir aussi discuter avec les gens qui tiendront les stands. Donc c'est une des petites nouveautés qu'on a prévues et c'est à peu près tout. Donc on espère vous voir nombreux à Lyon fin juin 2020. Et donc la prochaine conférence Coulon aura lieu dans le cadre des JNGG, comme ça avait été le cas pour Richard Kastner l'année dernière, sous forme d'une séance qui sera ouverte à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire au JNGG pour accéder simplement à cette conférence-là. Donc elle sera en fin de journée le premier jour, donc le 30 juin. Vous pouvez déjà noter la date et je laisse à Fabrice le soin d'annoncer le conférencier et le thème. Je voudrais rechercher donc le conférencier, ça sera Bruno Mazaret d'Egis. Voilà. Et le sujet, je suis désolé, j'ai raté le sujet, ça sera le titre, en tout cas provisoire, qui sera peut-être affiné dans les mois qui viennent. Ça sera renforcement de sol sous ouvrage existant et reprise en sous-œuvre. Voilà, donc on voyagera dans un autre domaine que celui de la géotechnique offshore. Donc effectivement, comme l'a dit Valérie, ça sera à l'occasion des JNGG, comme on avait pu le faire en 2018 avec la conférence Coulon de Richard Kastner. Donc ça sera à l'occasion de ces JNGG et donc ça sera ouvert à tous, hein, pas seulement les inscrits participants au JNGG, mais aussi ça sera une partie un petit peu spécifique des JNGG qui permettra à tout le monde de pouvoir assister à la conférence. Voilà. Et on espère, comme c'était le cas cette année, que le conférencier pourra préparer son article et le soumettre à la revue française de géotechnique avant la conférence, et donc qu'on puisse avoir un délai acceptable entre la conférence et la publication de l'article. Voilà. Voilà, donc merci encore à notre conférencier de cette année. Merci à tous et merci aux intervenants de ce matin aussi. Je crois que j'ai oublié de remercier tout le monde ce matin. Et un cocktail nous attend donc au même endroit que le café d'accueil ce matin, là, juste à la sortie de l'amphi. Donc bonne fin d'après-midi à tous. Merci beaucoup.